le journal. Très heureuse de vous savoir nombreux, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur Mondico Télévision dont voici l'essentiel. « 18 blessés, tel est le bilan de la nouvelle attaque à la bombe le mercredi 25 janvier dernier dans la soirée au quartier Kalinda. Nous sommes dans la ville de Béni, une semaine après celle de Kassindi. Le chef de l'État a participé au sommet de Dakar sur l'agriculture. Félix Tshisekedi préconise la revanche du sol sur les sous-sols. Les Congolais de la diaspora ont commencé à s'inscrire sur les listes électorales. Il s'agit des Congolais vivant en Afrique du Sud, en Belgique et en France. Bonsoir, tel qu'annoncé dans le sommaire, au moins 18 blessés, tel est le bilan de la nouvelle attaque à la bombe le mercredi 25 janvier 2023 dans la soirée au quartier Kalinda en ville de Béni, une semaine après celle de Kassindi. L'engin explosif aurait été posé par un jeune homme non autrement identifié dans un moulin à farine au petit marché de ma campagne. Pour l'instant, les blessés sont admis dans des structures médicales, nous dit Bijou Lumuna. C'est en début de la soirée du mercredi 25 janvier qu'un engin a explosé dans un moulin de farine au quartier Kalinda, dans la commune de Moulekera, en ville de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon des sources locales, un jeune homme a déposé un sac en plastique de couleur verte dans un moulin, en promettant de revenir les récupérer. Environ quelques minutes plus tard, le sac a explosé, faisant des blessés, dont principalement des clients venus faire moudre leur manioc. Les enquêtes menées ont révélé que l'engin qui a explosé est une bombe artisanale placée dans un sachet mélangé à la farine de manioc. Pas de pertes en vies humaines, mais plusieurs blessés déclarés, dont 15 femmes. Le jeune homme n'a pas été arrêté, mais il s'est volatilisé dans la nature. Au total, il y a 18 personnes qui ont été touchées. Ils sont tous dans les différentes structures de la place ici pour les soins. Et Dieu merci, il n'y a pas eu de mort. Et tous sont encore en vie, sont en train de prendre des soins. Et nous avons isolé les lieux avec des experts. On a fait le travail la nuit, on devait terminer ici le matin. Et nous avons constaté qu'effectivement, les ennemis de la paix sillonnent toujours et ils sont là. Maintenant, ils sont en train de changer d'autres stratégies. Voilà. Jusqu'à les piéger même là où étaient des gens. Et nous continuons toujours à demander à notre population de se faire sa jurisprudence. Donc, Tchunguza Djirani, on puisse bien voir, n'est pas touché à n'importe quel colis on peut trouver, quelle boîte, tout ça. En cas de travail de quelque chose, on doit faire appel à la police et directement, les experts vont descendre sur le lieu et trouver des solutions. Rappelons que le 15 janvier dernier, toujours dans la ville de Béni, un attentat meurtrier attribué aux forces démocratiques alliées en sigle ADF, groupe affilié aux djihadistes de l'État islamique, a fait une quinzaine de morts dans une église protestante à Kassindi. Dans le chapitre de la Défense, le ministre de la Défense nationale poursuit sans relâche la vulgarisation de la nouvelle politique de la Défense nationale avec l'ambassadeur belge en poste en RDC. Le docteur Gilbert Kabanda souhaite que la RDC accrédite des attachés de défense près de missions diplomatiques dans des pays partenaires pour la sensibilisation de cette politique de défense nationale en vigueur pour inciter les Congolais vivant à l'étranger à cerner l'élan de la refondation de l'armée nationale à travers ces documents. Regardez. Les Congolais d'ici et d'ailleurs ont les droits de connaître la nouvelle politique de défense nationale dans les fonctionnements de l'armée nationale. Il s'agit de l'un des grands chapitres inscrits également en lettres d'or dans le vœu politique de défense qui vient combler ces grands vides depuis l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance.
Comme cela est consigné dans les documents qui fixent les enjeux de la nouvelle politique de défense, le ministre de la Défense bat campagne de vulgarisation de l'ensemble de ces documents à travers une série d'échanges avec les parties prenantes de pays d'Afrique et du reste du monde. Les sujets étaient également au centre des entretiens entre le patron de la Défense nationale et l'ambassadeur de Belgique accrédité en République démocratique du Congo, Joe Indekyu, qui était accompagné pour le besoin de la cause de l'attaché de défense belge accrédité en République démocratique du Congo. Nous sommes très contents, et d'ailleurs les nombreuses visites que nous avons eues de la Belgique en témoignent. On a eu quasi tout le sommet de notre défense ici, à Kinshasa et à Kindu, pour visiter ce projet. Et nous aimerons bien que cela puisse se continuer avec des visites également en Belgique. Pour le docteur Gilbert Kabanda, l'ancienne métropole, le Royaume de Belgique, doit apporter sa contribution dans ces domaines au fin de la mise en expérimentation aux chaînes de cette nouvelle politique naissante. Le ministre de la Défense nationale a fait passer également le même message. Mieux, il a renouvelé à ses hôtes que la Belgique aussi puisse faire profiter au Congo-Kinshasa de sa grande expérience en matière de la diplomatie militaire. Et puis, comme annoncé dans le sommaire, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le mercredi 25 janvier 2023 à Dakar, au Sénégal, pour participer à la deuxième édition du sommet sur l'agriculture et l'agroalimentaire du 25 au 27 janvier 2023. Dans son intervention, le président Tshisekedi a fait part de quelques initiatives du gouvernement, notamment l'augmentation du budget du ministère de l'Agriculture. Commentaire, Viningali Junior. Le président Tshisekedi confirme sa volonté de diversifier l'économie congolaise en s'appuyant sur l'agriculture. Intervenant dans un panel aux côtés de ses homologues Philippe Nyusi de Mozambique, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Umaro Sissoko Umbalo de Guinée-Bissau et Évariste Ndayishimiye du Burundi, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présenté ce mercredi devant les participants du sommet de Dakar 2 sa politique de la diversification de l'économie congolaise en optant pour la production. Pour le chef de l'État, le sol congolais doit prendre la revanche sur les sous-sols. Pourquoi je voulais le diversifier? Évidemment parce que malheureusement notre économie dépend beaucoup des mines et les mines sont à la base de beaucoup de nos malheurs. La preuve, en ce moment, nous vivons encore un de ces malheurs par l'agression rwandaise contre mon pays et ça fait plus de 20 ans. Je fais une parenthèse justement parce qu'il fallait que j'en parle. J'ai entendu beaucoup parler de l'agression russe en Ukraine, mais on oublie souvent celle qui a plus de 30 ans et qui est causée par un des voisins de la République démocratique du Congo. Et donc, pourquoi est-ce que nous faisons ce choix? Parce que moi, je l'ai titré comme ça par un slogan, la revanche du sol sur le sous-sol, pour sortir un peu de nos malheurs. Parce que le sol a beaucoup de choses et peut-être même plus à offrir que le sous-sol. Et dans ce domaine, nous avons pointé plusieurs secteurs. Le secteur du manioc. Aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Cela nous a permis de faire des économies sur l'importation de blé, d'économies de l'ordre de 10 à 20 millions de dollars. Nous développons en ce moment des semences pour la culture du soja. Vous savez que le soja est très important pour lutter contre la malnutrition, mais également pour servir d'aliment pour le bétail. Nous faisons aussi dans la formation des moniteurs agricoles qui reçoivent un renforcement de capacité et qui, le moment venu, vont descendre sur le terrain pour encadrer les paysans. Aussi, nous avons mis un accent sur la mécanisation. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire quels sont nos besoins dans ce domaine. Nous avons lancé un plan très ambitieux que nous avons appelé le plan de développement des 145 territoires. Ce sont les 145
territoires ruraux qui forment la République démocratique du Congo. C'est là pour montrer sa détermination de valoriser les secteurs agricoles. Le président Tshisekedi a fait part de quelques initiatives du gouvernement, notamment l'augmentation du budget du ministère de l'Agriculture, la création de 8 zones agro-industrielles et l'expérimentation du manioc dans la filière de la panification. Dans les chapitres 2 opérations de la CENI, l'opération d'enrôlement et d'identification de Congolais résidant en Afrique du Sud, Belgique et France a débuté le mercredi 25 janvier 2023. D'après la Commission électorale nationale indépendante, les centres d'inscription sont implantés au sein des ambassades de la République démocratique du Congo dans chaque pays concerné. Pendant toute la durée de la dite opération, les centres d'inscription seront ouverts de mardi à dimanche de 7 h du matin à 17 h, heure locale. Reportage. Le décor est planté pour que le Congolais résidant en Afrique du Sud, Belgique et en France puisse être identifié et enrôlé afin de participer pour la première fois au processus électoral dans leur pays. Pour matérialiser cette volonté du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, le premier vice-président Bienvenu Ilanga est arrivé en France où il a échangé avec une délégation de Congolais pour les sensibiliser à l'enrôlement. Le centre d'enrôlement est installé dans l'enceinte de l'ambassade de la RDC en France et 4 machines sont disponibles pour enrôler un grand nombre de Congolais. Les compatriotes congolais ont salué l'engagement de la CENI à tenir à l'organisation des élections avec une participation de Congolais de la diaspora. À Bruxelles, le deuxième vice-président de la centrale électorale, Didi Manara, qui a lancé les opérations de notification d'enrôlement des électeurs. La CENI vient de lancer officiellement l'opération d'identification et d'enregistrement, c'est-à-dire l'enrôlement des électeurs. Et nous sommes très ravis de voir que son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, notre premier citoyen ici, vient d'avoir officiellement sa carte pour donner un signal fort que cet enrôlement a réellement commencé. Parce que vous savez que cette carte d'électeur est très importante, parce qu'elle va prochainement constituer comme un récépissé pour avoir son identité. Mais également, cette carte d'électeur va donner droit au vote à tous les Congolais. Nous voulons que tous les Congolais résidant en Belgique, tous ceux-là qui sont en ordre avec notre législation, c'est-à-dire ceux-là qui ont leur passeport congolais en cours de validité, ou à défaut, ceux qui ont leur carte consulaire, c'est-à-dire ceux qui sont en instance d'avoir leur passeport, et ensuite, cumulativement, ceux-là qui ont leur carte de séjour ou leur attestation de résidence, ceux-là sont éligibles à l'enrôlement des électeurs. En tout cas, nous les appelons, qui viennent nombreux. Pendant un mois, nous allons les enrôler ici à l'ambassade. Nous n'irons pas ailleurs parce que notre loi insiste sur la notion de la territorialité de nos actes et que nous ne devons enrôler qu'ici, qu'ils viennent à l'ambassade. Nous appelons également aux organisations citoyennes, ceux-là qui veulent observer l'opération, nous donner également des accréditations, qui viennent observer ce que nous faisons, au lieu de passer dans les réseaux sociaux pour dire les choses ne marchent pas, mais qui viennent voir ce qui se passe ici à l'ambassade. Nous voulons vraiment que tout le monde, celui qui a droit au vote, celui qui a droit à l'enrôlement, puisse accéder à ce droit-là. Par contre, en Afrique du Sud, c'est le rapporteur de la CENI, Patricien Seya, qui a donné le go du début de cette opération. Pour se faire enrôler en Afrique du Sud, les documents de séjour suivants sont également admis: visa de résidence temporaire, visa de travail, visa pour personnes dépendantes d'un porteur de résidence permanente, visa pour conjoint, visa d'affaires. Tout à fait autre chose. Dans le souci de soutenir la mandature du chef de l'État à la tête de l'OADA en 2023, la ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a présidé une réunion préparatoire le mercredi 25 janvier 2023 afin de mettre en place un comité d'accompagnement pour la réussite de ces mandats. Commentaire.
Rose Mutombo Kiese, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a présidé le mercredi 25 janvier 2023 en son cabinet au Palais de Justice la première rencontre avec les représentants des institutions et ministères concernés pour la mise en place d'un comité devant accompagner la mandature du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à la tête de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, durant cette année 2023. En effet, comme la RDC et à la présidence de cette organisation, il y a intérêt à travailler main dans la main pour la réussite de ces mandats en accompagnant le chef de l'État dans cette lourde charge. La RDC doit se distinguer pendant son mandat dans sa manière de travailler. Pour ce faire, le pays a besoin d'une feuille de route et de l'implication des uns et des autres faisant partie de ces comités. En croire la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux Rose Mutombo, déjà le mois prochain, les activités devront commencer. Et de poursuivre que nous avons beaucoup de problèmes dans ces domaines juridiques par rapport aux dispositions de l'OHADA. Ça pose problème sur terrain pour notre pays. J'espère que pendant ces mandats, les choses pourraient s'améliorer et que les uns et les autres pourront réellement jouer leur rôle afin que la réussite soit totale. Cette réunion est une étape préparatoire pour la mise en place d'un comité d'accompagnement de la mandature de la RDC pour que celle-ci soit une réussite. Il s'agit d'un grand événement puisqu'il y aura beaucoup de choses qui vont se faire, surtout que cet événement coïncide avec le 30e anniversaire de l'OHADA. Ce sont des occasions qui permettent, si cela est confirmé, de la tenue de conférences de chefs d'État et de gouvernement. Beaucoup de membres de l'OHADA, des experts, des autorités ont fait savoir qu'ils comptent beaucoup sur la RDC pour donner ce souffle nouveau dont le pays a besoin. Depuis le 1er janvier 2023, la présidence tournante de l'OHADA succédant ainsi à la République du Niger. Les présidents de la République préside la réunion de chefs d'État de l'OHADA qui est composée de 17 États membres et la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux Rose Mutombo préside le conseil de ministres membres de l'OHADA. Dans le chapitre de l'éducation, en séjour à Boma, en province du Congo central, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, a effectué une visite surprise à Mwanda, où il a visité quelques établissements scolaires de la ville pour faire respecter les directives du ministère pour la réussite de la politique du chef de l'État dans les sous-secteurs de l'EPST. Reportage de Martin Kayimbe. Faire des visites surprises pour s'enquérir de la réalité des écoles, c'est la nouvelle mission du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba. C'est ce qui justifie sa descente dans la ville côtière de Mwanda. Sur place, le professeur Tony Mwaba Kazadi a effectué des visites surprises dans des écoles publiques comme privées. Le cas probant est celui de l'école Banza, un établissement public où est organisé plusieurs options dans la pêche, visiblement la seule dans la ville. À l'entrée du ministre, direction la salle qui abrite la 4e des humanités. Le constat est amer. La salle n'a ni pavement et encore moins une toiture appropriée. L'enseignant est absent et les élèves sans matériel didactique. Ce constat est général comme en témoignent les avis des inspecteurs dans les différents rapports. Sur les champs, le ministre a instruit Madame le secrétaire général, également de la partie, ainsi que les responsables locaux, pour des mesures disciplinaires contre le préfet de la dite école. Après l'épée Banza, direction cette fois-ci le groupe scolaire Horizon, une école privée dans le territoire de Mwanda. À son entrée, le patron de l'EPST a vite remarqué l'absence du drapeau. Sur les champs, il a vite interpellé le responsable de l'école pour faire respecter sa décision rendant obligatoire le salut au drapeau ainsi que l'exécution de l'hymne national dans tous les établissements scolaires. Contrairement à l'épée Banza, ici le constat est plutôt favorable. Les bâtiments ainsi que les latrines ont attiré l'attention du ministre qui a salué leur viabilité. Troisième étape, l'épée GSCOM ex-Athénée Royal. Ce vaste complexe de plus de 17 salles de classe et chambres d'internement fait partie des écoles mythiques de la province construites par le colon belge dont la gestion a été cédée à l'église catholique.
Après une visite guidée, le ministre Tony Mwaba s'est dit satisfait de la qualité de l'enseignement dispensé dans cet établissement de référence et en a profité pour signer dans les livres d'or. La visite s'est clôturée à l'Epensumbu Kumbu, école salutiste qui se trouve dans un état déplorable. Ayant reçu le cri d'alarme des autorités de la dite école, le numéro 1 de l'EPST a rappelé aux gestionnaires la responsabilité de l'Église et celle de la province dans la viabilisation de cette école. Rigoureux au sujet du respect des conditions d'apprentissage des élèves, le ministre a lancé un ultimatum aux gestionnaires pour une réhabilitation dans les délais, au risque de subir la rigueur de la loi comme conséquence les retraits de la liste de mécanisation pour non-viabilité. Après sa tournée, le professeur Tony Mwaba a regagné sa résidence à Boma en vue de préparer la grande rencontre avec tous les inspecteurs scolaires prévue ce vendredi 27 janvier à Boma, avec comme orientation la réactivation de la trilogie inspectorale, gage du redressement de la qualité de l'enseignement. En religion, retenez que 238 prêtres, dont 16 diacres, sont retenus pour célébrer conjointement la messe papale prévue le 1er février à Ndolo, dans la commune de Barumbu. C'est l'archidiocèse de Kinshasa qui a rendu publique la liste ce jeudi 26 janvier 2023, nous dit Muriel Monsa. Moins d'une semaine nous sépare de la célébration eucharistique papale à Kinshasa. Un rendez-vous très attendu par le chrétien catholique en particulier et les Congolais en général. Pour la réussite de l'événement, l'archidiocèse de Kinshasa a rendu public une liste de 238 clergés et 16 diacres pour la célébration eucharistique qui débutera à 9h devant une grande foule de fidèles catholiques, des personnalités religieuses et politiques, ainsi que plusieurs invités de marque. Cadre choisi pour cette célébration eucharistique, l'aéroport de Ndolo, dans la commune de Barumbu. Là, toutes les dispositions sont prises pour permettre à l'assistance de suivre le Saint-Père, livrer son message au peuple congolais et du monde. Signalons que le pape François arrive en RDC le mardi 31 janvier au vendredi 5 février, le Congolais sont toujours prêts pour accueillir le numéro 1 de l'Église catholique au monde, qui amènera sûrement un message de paix en République démocratique du Congo. Place à présent à cette revue de presse de journaux parus dans la ville-province de Kinshasa, c'est jeudi 26 janvier 2023. Suivez. Bienvenue à toutes et à tous à cette lecture de journaux parue ce jeudi 26 janvier 2023 dans la capitale congolaise. Débutons cette randonnée de la presse écrite avec le quotidien du groupe L'Avenir. Enrôlement de Congolais de la diaspora, pari gagné par Denis Kadima. Comme annoncé dans le calendrier électoral, le lancement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2 depuis le mercredi 25 janvier 2023 dans 9 provinces, au Katanga, au Lomami, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Lualaba, Sankuru et Tanganyika. Ce qui correspond avec l'enrôlement des Congolais en Afrique du Sud, Belgique et France. C'est pour dire, si on veut, on peut. Les techniciens Denis Kadima, contrairement à ses prédécesseurs, a voulu lancer cette phase expérimentale afin de casser cette injustice qui empêchait le Congolais de la diaspora de voter. Les présidents de la CENI s'est envolé pour l'intérieur du pays pendant que le premier vice-président se retrouve dans la capitale française. Le deuxième vice-président, cette fois, a renoué les contacts avec les Congolais vivant en Belgique après avoir animé le cadre de concertation où il était il y a quelques mois. Le rapporteur, quant à lui, conduit une autre délégation en Afrique du Sud où les documents suivants sont exigés. Visa de résidence temporaire, visa de travail, visa pour personnes dépendant d'un porteur de résidence permanente, visa d'affaires, visa de retraite, résidence permanente. De son côté, renchérit le journal, Denis Kadima encourage la population de 9 provinces concernées à s'enrôler et à ne pas attendre le dernier jour. Pour ce même chapitre, Samalou Kondé s'enrôle et invite la population à faire de même. Pour plus d'informations, le chef du gouvernement a lancé et a obtenu sa carte d'électeur
le mercredi 25 janvier à Lubumbashi en présence de quelques membres du gouvernement et des autorités locales au collège Imara sous des applaudissements. Dans cette ville où sont attendus 3 10 239 électeurs. La prospérité abonde dans le même sens et titre. Grand Katanga, Sama Lukonde invite la population à suivre son exemple. C'est fait, j'ai ma carte, je demande à tous de faire comme moi. C'est par ces mots que le Premier ministre a convié la population de remplir ses devoirs civiques. Ce même journal, avant de clore ses chapitres du processus électoral, a aussi annoncé l'enrôlement de Moïse Katumbi. C'est jeudi 26 janvier à Rouachi, à plus de 7 km de la ville de Lubumbashi. Une foule immense des partisans de l'ex-gouverneur du Katanga est attendue pour pouvoir accompagner son leader. Pendant que plus loin au Congo central, Clément Zao à la reconquête de Lukula pour son siège perdu en 2018, où il s'est rendu depuis le dimanche dernier pour s'acquitter de son devoir civique. Bouclons ces chapitres de la CENI pour aborder la tenue au Sénégal, où se tient du 25 au 27 janvier le deuxième sommet sur l'agriculture et l'agroalimentaire. Le chef de l'État Félix Tshisekedi représente la RDC. Cette messe a pour thème « Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience ». Ceci permettra les partages des expériences réussies dans le domaine de l'alimentation et de l'agriculture dans le pays sélectionné pour doubler la productivité agricole en fournissant à l'échelle des cultures, des technologies d'élevage et d'aquaculture adaptées au climat, des services de conseil et des plateformes d'innovation performantes. C'est la fin de cette lecture de journaux. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. C'est cette revue de presse qui met fin à cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. « 18 blessés, tel est le bilan de la nouvelle attaque à la bombe le mercredi 25 janvier dernier dans la soirée au quartier Kalinda. Nous sommes dans la ville de Beni, une semaine après celle des Kassindi. Le chef de l'État a participé au sommet de Dakar sur l'agriculture. Félix Tshisekedi préconise la revanche du sol sur les sous-sols. Les Congolais de la diaspora ont commencé à s'inscrire sur les listes électorales. Il s'agit des Congolais vivant en Afrique du Sud, en Belgique et en France. C'était le journal de la rédaction. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain vendredi Viningali Junior pour la grande édition. D'ici là, bon suite de programme sur Mondico Télévision. Bonsoir.